Bienvenue, docteur Chakib Gussous. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes anthropologue, Oui. sociologue également, et que vous êtes auteur de nombreux ouvrages et études sur les évolutions sociétales et surtout leur impact sur notre société, sur toutes les franges de la population. Donc j'avais dire que vous êtes la personne idoine pour débattre sur les libertés individuelles à la lumière de la grâce royale dont a bénéficié hier cette jeune fille, et le personnel médical également. Donc pour vous, quelle lecture, quel ressenti? C'est une très bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle, et je voudrais ici remercier Sa Majesté. Je pense qu'avec ce geste royal, nous sommes dans une nouvelle configuration. Jusqu'ici, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été des pros, des anti, à la fois pour le cas de la jeune femme, Hajar, mais également pour l'article 490 du Code pénal. Et donc, on était dans une situation qui était un petit peu malsaine, parce que nous avions une affaire au tribunal, et nous étions en train de parler d'un article du Code pénal à changer. Et donc, aujourd'hui, avec le geste royal, nous sommes dans une situation clarifiée, où on n'a plus aucune affaire au tribunal, en tout cas pas connue du grand public, et donc nous pouvons débattre sereinement de cet article 490 et des libertés individuelles. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire qu'aujourd'hui on est dans un débat sur les libertés individuelles qui se veut, c'est-à-dire aux mains de la société? Je pense qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que nous pouvons commencer. Nous pouvons considérer que nous démarrons aujourd'hui le débat sur les libertés individuelles. Et nous devons le débattre de façon sereine, de façon dépassionnée, de façon intelligente, et en considérant que nous sommes tous des Marocains et que nous sommes tous des musulmans. Donc être en capacité de proposer, donc, de s'écouter. Nous avons besoin de réfléchir en tenant compte des données statistiques, des données sociologiques. C'est-à-dire, quand vous dites ça, des données sociologiques, pardon, c'est quoi? L'évolution des sociétés, l'évolution du statut de la femme, l'évolution du monde, c'est tout cela en fait? Nous sommes aujourd'hui, en 2019, à un moment de l'histoire du Maroc, mais également de l'histoire de la planète, qui fait que l'âge du mariage a beaucoup évolué. En Occident, depuis très longtemps, l'âge du mariage a évolué et les gens se marient vers la trentaine, quand ils se marient, parce que certains ne se marient pas. Et dans les pays arabes, dans notre cas, le Maroc compris, à partir du milieu du siècle dernier, l'âge du mariage a commencé à grimper petit à petit. Et puis, les 30 dernières années, nous avons vu l'âge du mariage grimper très très vite, pour arriver à 27 ans chez la femme et à 30 ans chez l'homme, ce qui est un âge très très élevé. Donc, alors que nous n'étions pas habitués. Quand on prend par exemple juste 2 générations avant nous, la génération de nos grands-parents, les femmes se sont mariées à la puberté et les hommes à 15, 16, 17 ans. Donc au moment où il y avait les pulsions sexuelles, ils étaient déjà mariés. Mais est-ce que lorsqu'il y avait aussi, parce que je rappelle que ce débat sur les libertés individuelles, il est ancien, il a toute une histoire, une historicité, il ne date pas de quelques années, c'était dans les années 60, 70, 80, il y avait déjà un débat sur les libertés individuelles, et pour autant on se mariait plus tôt. Absolument. Alors qu'aujourd'hui, on se marie plus tard, mais il y a toujours ce débat sur les libertés individuelles, sur les relations sexuelles hors mariage et sur la question de l'IVG, qui est assez clivante et qui reste clivante. Absolument. C'est vrai, le fait de remarquer que entre les années 60 et aujourd'hui, l'âge du mariage a changé. Et donc, si l'âge du mariage a changé, il change toute la réalité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, c'est beaucoup plus urgent, j'ai envie de dire, beaucoup plus pressant que dans les années 60-70 ? Mais bien entendu, quand on prend la proportion des jeunes entre 15 et 30 ans, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui ont qui sont en pleine adolescence et qui ont des quantités d'hormones dans leur corps, on se rend compte que ça représente un Marocain sur 4, ce qui est énorme. Qui a moins de 30 ans. Qui ont moins de 30 ans. C'est juste 15-30 ans. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire, docteur Chakib Gussous, c'est que, en fait, c'est la conséquence directe de la pression démographique. C'est-à-dire que les 15-30 ans sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui, en 2019, qu'ils ne l'étaient dans les années 60-70. Donc, du coup, ce qui fait qu'il y a une forme de pression
sociale et sociétale aujourd'hui sur les questions des libertés individuelles? Je ne dirais pas ça. Je pense que dans les années 60, effectivement, ça ne représentait pas, parce qu'aujourd'hui, dans notre pyramide des âges, ce sont les parties les plus larges de la pyramide des âges. C'est la grosse couche. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 60, les gens se mariaient beaucoup plus précocement, et donc il n'y avait pas cette frange de la population. L'âge du mariage était aux alentours de la vingtaine. Donc il n'y avait pas cette quantité de cette population aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui. Ce que je rappelle de mémoire, je crois que dans les années 60, nous étions à peu près 6 millions d'habitants. Il y avait 6 millions d'habitants au Maroc, aujourd'hui on est 34. Donc il y a tout un... Dans les années 60, on était 11 millions. 11 millions au premier recensement de 61 ou quelque chose comme ça. Donc on est 3 fois plus nombreux aujourd'hui. On est 3 fois plus nombreux. Avec beaucoup plus de jeunes et et une classe moyenne beaucoup plus conséquente. Une classe moyenne beaucoup plus conséquente. Mais c'est surtout le retard de l'âge du mariage qui est important. C'est ce qui fait la pression. C'est aussi le débat où parfois j'ai l'impression qu'il y a une espèce de confusion dans l'imaginaire collectif entre les relations sexuelles hors mariage et IVG, avortement. Même si effectivement il y a une conséquence de cause à effet, mais est-ce que c'est, j'ai envie de dire, deux enjeux sociétaux qui sont différents et deux combats aussi peut-être à mener pour les ONG? Oui. Un peu différents. En fait, l'une est la conséquence de l'autre. Si l'une est dépénalisée, l'autre forcément devrait être dépénalisée. Sauf que l'IVG intéresse également des couples mariés, ce qui n'est pas le cas des relations hors mariage, qui sont théoriquement uniquement de personnes non mariées, parce que sinon nous tombons dans l'adultère, ce qui n'est pas le cas. Mais là, aujourd'hui, pour vous, le vrai combat, vous en tant qu'anthropologue, en tant que sociologue, on va revenir aussi sur votre ouvrage sur la sexualité et concubinage dans les pays arabes. Vous avez sillonné le pays, le Maroc, différents pays aussi. Je sais que vous étiez tout récemment en Tunisie aussi. Oui. Voilà. C'est-à-dire, j'ai l'impression que le vrai sujet aujourd'hui, c'est plus l'IVG que les relations sexuelles en mariage. Dans certains esprits, c'est l'inverse. Dans d'autres, c'est les deux. Oui. Alors, de toute façon, il faut se dire que, avec l'apparition des civilisations et l'apparition du mariage tel que nous le vivons aujourd'hui, le plus important, c'est l'enfant. C'est d'ailleurs pour cela que les relations sexuelles sont interdites. C'est pour garantir la paternité de l'enfant. Et donc, aujourd'hui encore, il était nécessaire d'avoir un très grand nombre de personnes pour défendre une tribu, pour défendre un groupe, pour défendre un pays. Il fallait le plus grand nombre. C'est pour cela qu'il était interdit de faire des interruptions de grossesse. Aujourd'hui, le nombre n'est pas important. C'est la qualité qui est la plus importante. C'est de pouvoir donner à chaque enfant la part d'amour, la part d'éducation nécessaire pour l'enfant et son développement. Et son développement pour en faire un citoyen valable. Donc, Cheikh Abousso, ça veut dire qu'en fait, tous les débats autour des libertés individuelles, que ce soit sous l'angle des relations sexuelles en mariage entre personnes consentantes ou l'interruption volontaire de grossesse, à savoir l'IVG, c'est essentiellement fait le dénominateur commun, c'est la paternité, c'est l'enfant. C'est la paternité, c'est l'enfant. Parce que limite, quand on est adulte, on fait ce qu'on... Peu importe, on assume quand on est adulte, parce qu'on va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Absolument. Mais c'est juste pour protéger l'enfant. C'est uniquement pour protéger l'enfant. Pourquoi on n'en parle pas de ça? Parce que dans tous les combats, vous avez vu le manifeste hors la loi, à aucun moment où toutes les ONG féministes et autres, on parle de ça. Oui. On parle de la liberté du corps. La liberté de disposer de son corps. Absolument. Entièrement. Mais cette notion de paternité quand il y a un enfant, elle est pas centrale en tout cas dans les revendications. Absolument qu'elle n'est pas centrale dans ces revendications. C'est vrai que elles, puisqu'elles sont plus nombreuses que ils, partent des droits humains tels qu'ils sont universellement reconnus aujourd'hui. C'est le droit de liberté de disposer de son corps. Mais moi, en tant qu'anthropologue, j'arrive à relier les éléments les uns aux autres. Et donc, pour moi, l'IVG et la liberté de disposer du corps est la même. Vous mettez sur le même piédestal. C'est sur le même pied. Et pour moi, quand on défend l'une, on défend l'autre.
Et quand on défend l'une et qu'on défend l'autre, c'est qu'on défend aussi les conditions de vie, ou en tout cas de l'avenir d'un enfant qui peut découler. Voilà. De l'enfant à naître. Parce que qu'on ait une relation sexuelle en mariage ou qu'il y ait une interruption volontaire de grossesse, il y a quoi qu'il en soit, l'enjeu c'est la naissance et le développement du fœtus d'un enfant. Absolument. Or, si le Maroc a signé la Convention relative aux droits de l'enfant, c'est que chaque enfant qui naît, on lui donne une part d'éléments qui lui permettent demain d'être un citoyen valable. Si on n'a pas les moyens, on est en train d'être contre cette convention que le Maroc a signée, qui a été un des premiers pays à signer, dans les années 90 déjà. Si mes souvenirs sont bons, c'était en 93. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, pour passer au deuxième acte du débat, que c'est aujourd'hui que réellement démarre le débat sur les libertés individuelles au sein de la société, donc un débat souverain, et qui se veut serein aussi. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le législateur est encore plus interpellé qu'il ne l'était hier ou avant-hier? Absolument. Absolument. Aujourd'hui, le législateur a les mains libres. Il n'a plus une affaire au tribunal. Il peut plus se planquer. Il est obligé de prendre ses responsabilités. Ouais. C'est les politiques ont besoin d'avoir suffisamment d'informations pour prendre les décisions qui s'imposent. Nous sommes à une situation où les Marocains ont changé. Les Marocains d'il y a 30 ans ne sont plus les Marocains d'aujourd'hui. Beaucoup de choses ont évolué et donc il faut tenir compte des réalités d'aujourd'hui. Donc si on veut que le cadre juridique évolue, il faut aussi que l'évolution des mentalités du législateur évolue également, c'est ça en fait? Absolument. Est-ce que tout l'enjeu aujourd'hui, c'est celui-là? Tout l'enjeu est celui-là, mais tout l'enjeu également, c'est de pouvoir alimenter, et là je regrette qu'il n'y ait pas suffisamment d'études, suffisamment de données pour pouvoir alimenter le législateur, pour que les législateurs puissent également prendre des décisions en sachant que ces décisions sont les décisions qui s'imposent. Est-ce qu'on peut faire fi des différentes formes de dogmatisme là-dessus, d'idéologie en fait, chez les législateurs, parce peut-être au-delà de ces notions de liberté individuelle, il y a cette notion aussi, cette réalité de tradition musulmane. Oui, absolument. Et donc là, est-ce que les hésitations du législateur jusqu'à présent, c'était pas se dire voilà, il y a des traditions musulmanes, et il y a de la sacralité, donc moi je préfère rester aux abris et considérer que c'est un sujet qui est accessoire. Absolument, absolument. C'est la religion interdit les relations sexuelles hors mariage, interdit l'interruption de grossesse. Ceci est vrai. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est totalement différente. Nous sommes dans une situation où nous avons un certain nombre de jeunes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des relations. Et ce sont des jeunes qui sont inondés d'hormones, c'est-à-dire qu'ils ont des pulsions sexuelles qui sont d'abord rapides, d'abord fréquentes. Mais le législateur, est-ce que selon vous, il est sensible à ça? Justement, le législateur a oublié qu'il est passé par cet âge-là. D'accord, donc il faut lui rappeler aussi qu'il a eu 20 ans dans une vie pas forcément très lointaine, c'est ça? Absolument, absolument. Et puis j'aimerais bien savoir si le législateur n'a pas lui aussi fait des écarts. N'a pas été hors la loi, ce que vous voulez dire? Ça n'a pas été hors la loi. Cheikh Ibn Souss, est-ce que ces populations, ces militantes, il y a des militants aussi pour la loi sur le débat sur les libertés individuelles, est-ce que aux yeux du législateur, qui est un politique avant tout, oui, est-ce que ces gens qui participent à la vie politique en étant, 1, inscrits sur les listes électorales, et 2, en votant? Ma question est sous-tendue par le fait que, est-ce que pour les partis politiques, c'est un enjeu électoral? Au-delà d'être un enjeu idéologique, est-ce qu'il y a une dimension aussi électoraliste et électorale? Je ne pense pas que ce soit un enjeu électoral. Je vais un petit peu m'expliquer. La société civile est en général et généralement faite chez nous au Maroc de personnes qui ont fait des études. Peu ou beaucoup d'études. Or, au niveau électoral, ce sont majoritairement les gens qui n'ont pas fait d'études qui sont les plus importantes pour être élus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 10 000 personnes, on parle de 12 000 signataires du manifeste hors la loi. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que ces 10 ou 12 000 personnes ne votent pas lorsqu'il y a des élections électorales et que donc du coup le législateur ou le politique de toute façon se dit moi ça constitue pas un réservoir de voix et j'ai pas besoin de prendre un risque politique pour aller dans ce sens?
Oui, je pense que la réflexion est une réflexion qui est différente. Je pense que la réflexion touche, c'est vrai elle touche le plus grand nombre. Si le politique a envie d'avoir le plus grand nombre de voix, il va aller au plus simple et il va se dire aujourd'hui il y a un courant de salafisme qui est en train de venir et de frapper le Maroc, donc on va rester dans ce courant-là, dans ce courant. On reste dans la vague. On reste dans la vague. Et dans ce cas, on va continuer à dire que c'est interdit à la fois les relations et à la fois l'IVG. Maintenant, quel est le parti qui va prendre sur lui d'être contre et d'alimenter ses réflexions par des études? Et là, si le parti alimente par des études, il va pouvoir ramener et proposer donc une dépénalisation. Mais combien de partis vont pouvoir le faire? Sachant que, juste petit rappel, petite piqûre de rappel, Dr Chakib Youssouf, c'est que les différents partis qui constituent la coalition gouvernementale, c'est-à-dire qui sont aux responsabilités, qui sont censés aussi ouvrir le débat au Parlement sur des modifications éventuelles du code pénal, et donc un débat sur les libertés individuelles, à savoir les partis PJD, RNI, ESFP, Mouvement populaire et Union constitutionnelle, ne se sont pas prononcés clairement là-dessus. Jusqu'à aujourd'hui, ne se sont pas prononcés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'on va passer une saison parlementaire, c'est comme une saison de foot? Oui. Jusqu'à octobre prochain, où il n'y a rien qui va se passer, ou par rapport à ce qu'il y a eu? Pour le moment, nous n'avons rien vu venir. Parce qu'il y a une commission parlementaire qui existe. Absolument. Législation et justice. Si on ne lui donne rien, elle va rester là jusqu'à la prochaine session, et ainsi de suite. Et puis, nous aurons ça, je ne sais pas quand, mais... Et vous pensez que ça va un petit peu bouger ou pas? Pour cette nouvelle session parlementaire. Je suis optimiste aujourd'hui. Je suis optimiste. Je pense que, par son geste, Sa Majesté a en quelque sorte demandé aux Marocains de réfléchir, de débattre et de débattre sur la question. Enfin, c'est ma lecture. Je peux peut-être me tromper, mais c'est peut-être ma lecture. Et pour moi, c'est aujourd'hui qu'on commence. Et je pense que on va peut-être pouvoir débattre ouvertement. Et les législateurs vont pouvoir aussi légiférer. Les législateurs vont pouvoir légiférer. Dans un sens ou dans l'autre. Tout en tout cas, pour l'avortement, ça fait 3 ans que le projet de loi est dans les tiroirs, qu'il a été adopté en Conseil des ministres. Donc ça devrait bouger, selon vous, dans les prochaines semaines, prochains mois. Pas une libéralisation totale, parce que je rappelle aussi qu'il y a peu de pays dans le monde aussi qui autorisent et où il y a une liberté totale concernant l'IVG. Il y a toujours un encadrement juridique, c'est toujours conditionné. C'est toujours conditionné. Dans tous les pays, c'est toujours conditionné. J'ai vu d'ailleurs ce matin, préparant votre venue, docteur Chakib Youssouf, qu'il y a 55 pays dans le monde sur plus de 200 qui autorisent l'IVG. Sur les 3 premiers mois. Ouais. Sur les 3 premiers mois. Par rapport au développement du fœtus. Absolument. Alors, effectivement, sur les 3 premiers mois, c'est permis dans... Ça reste quand même un sujet très clivant à travers le monde. Très clivant, absolument. Mais je pense que là encore, nous allons beaucoup changer d'attitude face aux IVG. Ma question, c'est vous amener sur le 3e axe, sur cette notion de liberté, de liberté sexuelle, et de responsabilité de l'individu. Parce que quand je vois les chiffres, 1400 enfants, bébés abandonnés chaque année, c'est une vingtaine à peu près par jour. 1400, c'est ceux qui sont placés dans les centres. Les orphelinats, c'est ça. Les centres dédiés. Parce qu'il y a tous ceux qui sont abandonnés dans les rues, il y a tous ceux qui sont mis entre les mains de personnes adoptées, adoption sauvage, et puis toutes les IVG. Et les chiffres sont effrayants. Mais cela veut dire que le nombre de personnes qui ont des relations hors mariage, enfin avant le mariage, est important, très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation dans laquelle on est aussi au Maroc aujourd'hui, cette dynamique autour du débat sur les libertés individuelles, c'est propre à tous les pays du monde arabe, vous qui avez fait... Absolument. C'est une situation qui est propre à tous les pays arabes. À la fois les relations sexuelles hors mariage, à la fois la question de l'avortement. Non, je crois qu'il y a des réalités par pays qui sont différentes. Il y a des réalités par pays qui sont différentes. Pour la liberté individuelle, évidemment que certains pays ont trouvé des solutions. Je pense particulièrement aux pays du Golfe qui ont inventé à la fin du siècle dernier, dans les années 90, Zawaj al-Missière, le mariage du voyageur. Ça consiste en quoi? Celui qui est de passage.
c'est ça? Celui qui... Non, enfin, ça peut durer longtemps. Hein, ça peut durer longtemps. C'est-à-dire que le couple se marie et la femme renonce à 2 des obligations du mariage, à savoir l'entretien et la cohabitation. Un pays qui nous est proche comme la Tunisie, qu'on dit très avancé sur ces questions-là, et vu encore avec la question de l'héritage et l'égalité, même si on verra avec le nouveau président qui est le nouveau locataire. Qui s'est prononcé déjà en disant que pour lui, celui qui a envie de donner la même part à ses filles et à ses garçons, il pourra le faire de son vivant. Donc il s'est prononcé. Dans la même dynamique. Mais en fait, c'est le Parlement qui est le plus important en Tunisie. En Tunisie, les relations sexuelles en mariage, on peut avoir entre personnes consentantes. Ils ont le droit, de par la loi, d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Maintenant, il ne faut pas se faire attraper. Donc ils sont quand même plus ou moins en sursis aussi. Parce que si on doute qu'il y a eu prostitution, ça va chercher très loin. S'il y a prostitution. S'il y a prostitution. S'il y a mais assez souvent, tarifée. Mais quand on en veut à quelqu'un, il est taxé de prostituée. La femme est taxée de prostituée et la relation est prostitutionnelle. Donc c'est la tôle. Donc il va falloir qu'on trouve une espèce d'inspiration au travers de tout ce qui existe, dans les différents pays de la région. Absolument. En ce qui concerne l'IVG est permis. Sauf qu'aujourd'hui, on donne des rendez-vous de plus en plus tardifs. Et évidemment, si on donne 2 ou 3 rendez-vous, on a dépassé la date. Et on parce qu'il y a une pression en matière de timing. Absolument. Et on se retrouve avec des filles mères de plus en plus nombreuses en Tunisie. Fille mère d'ailleurs qui est aussi une situation aussi compliquée chez nous. Il y en a plus de 200 000, je crois savoir. Compliquée chez nous. Je voudrais juste dire un mot à propos des filles mères. Quand nous avons fait cette étude sur grossesse de la honte avec Soumiane Aman Xous en 2006 et 2010, puisqu'on l'a refaite en 2010, on s'est rendu compte que les femmes, quand elles se donnent parce qu'il y a un projet de mariage. Elles ne se donnent pas parce que le jeune homme leur plaît physiquement ou un coup ou quelque chose. C'est parce que il y a l'éventualité d'un mariage derrière. Ça, c'est dans l'esprit de la femme ? C'est dans l'esprit de la femme. Pas de l'homme. Pas de l'homme. Et elle se donne, pourquoi ? Parce qu'elle se dit, si je me donne, ça va encore renforcer l'amour mutuel. Et puis elle se dit, si je ne me donne pas, il va peut-être aller chercher ailleurs et peut-être qu'il trouvera une autre fille et me laissera tomber. Et donc c'est important de considérer que les relations qu'il y a ne sont pas des relations de prostitution comme certains pensent. Ce sont assez souvent des relations qui sont des relations avec de l'affection. Ça, c'est pour dire, peut-être, vous envoyez peut-être un message sans le vouloir, d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas, à celles et ceux que encourager les libertés individuelles, c'est pas encourager la prostitution. Ce n'est pas du tout encourager la prostitution. Un acte d'attaque pour Omar Balafrej, qui lui est pour dynamiser les libertés individuelles et pour les rendre accessibles à tous, et que ce soit une réalité. Mais pour autant, on a vu qu'il a été pris aussi, qu'il a été très attaqué sur le fait que de par son discours, de par sa position, il encourageait aussi la prostitution. Donc, non, je pense que la prostitution, il ne faut pas du tout l'encourager. Non, c'est une autre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On peut être défenseur des libertés individuelles sans vouloir encourager. La prostitution n'est pas une liberté individuelle. Docteur Chekib Youssous, un dernier petit mot sur liberté et responsabilité. Oui. Libre, je suis libre de disposer de mon corps, je suis libre d'avoir des relations sexuelles. Oui. Mais est-ce que j'ai une responsabilité à côté ? Bien sûr. Bien sûr. Et c'est là où je déplore qu'il n'y ait pas d'éducation sexuelle, parce que l'éducation sexuelle n'est pas le fait d'apprendre comment on fait tel ou tel acte sexuel, mais la relation sexuelle, c'est d'apprendre déjà dès le préscolaire aux enfants à respecter le corps d'autrui, à respecter la décision d'autrui, à pouvoir coopérer avec autrui, à pouvoir respecter autrui, à pouvoir respecter son propre corps, à pouvoir avoir une relation saine et sereine avec autrui, et puis ne décider d'un acte sexuel que lorsque l'on est sûr et qu'il y a un élan. Donc, mais c'est aussi d'apprendre à la responsabilité. Parce que la responsabilité, que ce soit pour les maladies sexuellement transmissibles ou que ce soit pour la grossesse, est une responsabilité à deux. L'acte sexuel se fait à deux, et donc c'est une responsabilité à deux. Et donc, l'éducation sexuelle est à même d'apprendre à la responsabilité. Et aujourd'hui, si on veut la liberté individuelle pour avoir des relations sexuelles consentantes, ça va de soi
qu'il y a une responsabilité importante à prendre. Et la responsabilité est celle de l'enfant à naître. Et c'est également la responsabilité pour les maladies sexuellement transmissibles, qu'on ne laisse pas la jeune femme ou la jeune fille seule face à ces difficultés, à ces problèmes-là. Donc on voit bien que la question et l'enjeu des libertés individuelles est très large et très profond. Absolument. Et qui nécessite aujourd'hui, après cette grâce, un débat qui est souverain, Absolument. qui doit être profond, qui doit être ouvert, pluriel, dynamique, interactif, et en prenant en compte toutes les différentes dimensions que vous avez parfaitement déclinées. Et je souhaite dépassionné et basé sur des études. Pour vous, les études, l'exactitude... Parce que ça va permettre de prendre des décisions claires. Et aujourd'hui, avec les études que nous avons, on ne peut pas ne pas prendre de décisions claires. C'est important parce que c'est effectivement aussi le destin de toute une société et aussi de différents, enfin, d'un certain nombre de citoyens aussi. Absolument. Parce que la construction de vie ou le projet de vie, y compris professionnel, est aussi conditionné par une vie sentimentale et sexuelle qui soit... C'est important dans la vie. La dimension sexuelle est une dimension qui est importante dans la vie humaine. On dit que c'est l'épicentre du développement humain. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Pardon? On dit que c'est l'épicentre du développement de l'homme avec un grand H. Ah, absolument, mais moi je dirais que Al-Ghazali disait que la sexualité c'était un avant-goût des plaisirs du paradis. Et donc c'est important. Comment voulez-vous enlever au quart de la population de savoir quelle sont les plaisirs du paradis? En tout cas, moi j'ai pris plaisir, à vous recevoir et deux, à animer ce débat chez Kip Gussous. C'est partagé. Sachant que habituellement, tous les jeudis, l'Info en face donne la primeur, j'allais dire, et la primauté à l'économie, on fait des débats économiques, Oui. mais au vu de l'actualité, c'est dit, voilà, il faut nécessairement, l'actualité, elle est dominée par la relance du débat sur les libertés individuelles, avec la grâce qui a été accordée hier, voilà, donc c'est une nécessité, donc je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, parce que je vous ai appelé très tard hier soir, et vous avez répondu tout de suite favorablement. Donc, Je pense que c'était quelque chose qui était important. merci en tout cas à vous. Merci à vous, et puis c'est bien parce qu'on a fini par les plaisirs de la vie aussi. Donc voilà. Donc c'est Le plaisir de la vie et du paradis. et du paradis. Donc c'est toujours important de finir finir la chose avec une notion de plaisir, de les commencer et de les finir avec une notion de plaisir. Merci. En tout cas, Dr Chekib Gussous, je rappelle, anthropologue, sociologue, auteur de nombreux ouvrages, dont Mariage et concubinage dans les pays arabes. Et je sais que demain, vous allez animer une conférence, présentation, enfin en tout cas tout un débat aussi, Absolument. autour de votre ouvrage Royal Golf de Casablanca. Absolument, demain à 19h. Pour tous celles et ceux qui veulent en savoir. J'invite, c'est ouvert, j'invite tous les auditeurs qui aimeraient, ce serait avec grand plaisir de les recevoir, de discuter avec eux. Pour en savoir un petit peu plus et surtout avoir aussi partager avec vous tout le benchmark, parce que ce qu'il y a chez nous aujourd'hui, qui peut aussi être clivant, mais clivant aussi ailleurs. Et voilà, l'IVG ou les relations sexuelles hors mariage, ça touche tous les pays du monde. Absolument. Beaucoup de pays du monde, et puis essentiellement et majoritairement aussi les pays du monde arabe. Absolument. Merci en tout cas à vous. Merci. Et belle journée. Bonne journée.